Donc, cette session est consacrée à la formation des jeunes comme un élément clé de la promotion de l'économie sociale et solidaire. Je vais faire une petite introduction. Ensuite, normalement, c'était Sédou et Maimouna qui devaient poursuivre avec l'expérience des jeunes du Mali. Ensuite, Noémie qui va nous présenter le travail du chantier avec les jeunes, notamment les incubateurs. Ensuite, nous aurons un temps de débat, un temps de réponse, questions d'environ 10 minutes. Puis, Alexane prendra la parole pour faire une sorte de rassemblement de l'ensemble de tout ce que nous aurons abordé. Et aussi, on se distribuera en deux groupes et dans chaque groupe, quelqu'un décidera ou en tout cas se montrera volontaire pour rendre compte de ce qui aura été discuté dans ce groupe. On se retrouvera à la fin, pendant 10 minutes, pour faire un sum-up, un résumé de ce qui aura été donc abordé. Je vais donc commencer très rapidement avec la situation des jeunes alors dans l'UE, puisque là, aujourd'hui, je représente à la fois l'ORIPES et l'ORIPES Europe. Je me présente très rapidement. Je suis Josette Combe, je suis présidente du mouvement pour l'économie solidaire en France et membre du comité de coordination du RIPES Europe en charge de la communication et des questions d'éducation et membre également du RIPES intercontinental. Voilà. Alors, un point très rapide sur la situation des jeunes dans l'Union européenne. Nous avons mené une étude il y a 2 ans sur ce qui se passait pour les jeunes qui sortent du système scolaire sans formation et sans travail. Et en fait, on voit que le niveau de chômage est vraiment très lié à la qualification et à l'appartenance socio-économique, que les résidents qui sont nés dans l'UE ont plus tendance à abandonner l'enseignement formel prématurément, les résidents, c'est-à-dire pas les natifs, hein. Et la proportion des départs prématurés parmi les migrants est presque 2 fois plus élevée que pour les natifs. Bien entendu, on sait que les difficultés linguistiques entraînent des résultats insuffisants et donc un manque de motivation, et que le chômage des jeunes femmes est encore plus élevé que celui des jeunes hommes. Nous avons regardé si l'économie solidaire était enseignée dans les formations initiales et professionnelles. Et là, on a découvert sans surprise qu'il n'y a pas de mention explicite de l'économie sociale et solidaire dans les cursus de formation. Les formations obéissent à des curriculums qui sont très formatés et peu ouverts à l'innovation, mais il existe tout de même une dynamique qui provient à la fois des universités, de la recherche et du système d'enseignement supérieur, ainsi que du mouvement de l'éducation populaire pour la mise en œuvre de formation à l'ESS. J'ai mis ici le lien pour, la formation, pour le rapport que nous avons rédigé sur cette étude. Alors, il s'agirait en fait, si on veut que les jeunes s'intéressent à l'ESS, d'influencer les dispositifs éducatifs, notamment dans les planifications et la mise en œuvre des activités d'apprentissage, d'influencer la définition, la conception et l'organisation, permettre beaucoup plus d'autonomie aux enseignants pour reformuler les programmes d'études, notamment lorsqu'ils veulent y introduire de l'enseignement à l'ESS, favoriser l'apprentissage coopératif et par les pairs et non celui de compétition comme nous connaissons trop, et enfin innover dans les méthodologies qui ne sont pas suffisamment interactives de notre point de vue et du point de vue des formateurs que nous avons auditionnés. Alors, pour former les jeunes à l'ESS, il faut développer des compétences spécifiques, le sens de l'initiative et de l'esprit d'initiative, l'innovation et la prise de risque, les compétences sociales et civiques, l'expression créative d'idées, d'expériences et d'émotions, et la communication dans la langue maternelle, c'est très important, dans les langues étrangères, avec une capacité à s'exprimer, à interpréter des concepts, des idées, des sentiments, des faits, des opinions, etc. Je vais très vite parce qu'on a perdu du temps au départ, excusez-moi.
Il faut surtout apprendre à apprendre, c'est-à-dire poursuivre et persister dans l'apprentissage, organiser ses propres apprentissages, savoir articuler son activité à celle des autres, notamment l'apprentissage de la coopération, organiser de façon autonome les temps de travail ou la recherche de travail et cultiver une curiosité systématique à l'égard de tout ce qui relève de l'activité humaine, mais aussi de la nature. Une brève présentation des fondamentaux de l'économie sociale et solidaire, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit vraiment de promouvoir un changement d'imaginaire dans la distribution des pouvoirs, actuellement dominés par la suprématie masculine, les think tanks occultes, les lobbies, la collusion politique et économique, est remplacée par la parité, la démocratie participative, l'accès à l'information. Dans les structures de production, changer le système pyramidal et des élites et la compétition au profit du réseau, de l'intelligence collective et du modèle de coopération. Dans la répartition des profits, évidemment, éliminer les oligarchies, les lithocraties, la rente, les fondations et les charités. Toutes les fondations ne sont pas à bannir, mais beaucoup, oui, et les remplacer par un revenu minimum garanti pour tous les humains, avec un revenu maximum autorisé, ce que font normalement les coopératives, et surtout promouvoir des services sociaux universels. Et en termes de reconnaissance sociale, au lieu de valoriser le profit individuel, valoriser l'utilité collective. Il faut aussi regarder la pertinence et l'utilité d'une activité économique et apprendre donc les jeunes à évaluer cette activité économique en regardant le rôle du produit, c'est-à-dire sa qualité en fonction du besoin, se nourrir, se loger, se déplacer, etc., et de l'accessibilité à tous. Vérifier que l'empreinte écologique ne soit pas trop lourde, c'est-à-dire faire un bilan carbone, vérifier la durabilité des produits, la potentialité du recyclage, la préservation des stocks, etc. Le bilan de travail, très important, combien de temps, jour, homme pour fabriquer, pour acheminer, pour acquérir, et les conditions salariales, savoir qu'acheminer, il faut réduire les circuits de circulation avec des circuits courts au plus près du consommateur. Et enfin, le respect des règles de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, ce qui est loin d'être le cas dans le monde actuel. Et enfin, et ce n'est pas rien, l'esthétique du vivre ensemble, c'est-à-dire le niveau de plaisir, de culture, de convivialité et de paix qui est porté par ces produits. Donc, pour conclure, il y a un champ des possibles énorme qui s'ouvre pour les jeunes. L'économie solidaire n'est pas un secteur d'activité, mais bien une autre vision de l'économie et des rapports sociaux qui organise les activités de production et de consommation. Dans les champs tels que l'alimentation, avec la question de la souveraineté alimentaire, de l'agroécologie, de l'agroforesterie, du respect des animaux, dans la protection de la nature, avec tout ce qui est protection des eaux, des forêts, de la diversité vivante, dans l'habitat, avec les habitats écologiques, avec l'habitat partagé, avec l'habitat social. Il y a beaucoup de travail dans ce domaine. Dans les transports, avec la vélorussion, remplacer le plus possible le carbone par des énergies propres. L'autopartage. Dans l'énergie, avec les coopératives de production et de financement. Dans les recycleries, avec la recyclerie, le recyclage des déchets, mais aussi tout l'artisanat qui permet de produire à proximité des biens et des services qui sont consommables sans trop de transport. Et enfin, et ce n'est pas le moindre, la finance éthique qui doit financer évidemment l'économie sociale et solidaire et aussi les monnaies sociales qui sont mises en place pour pouvoir faire circuler la richesse localement entre les gens qui produisent, les gens qui consomment, et pour que tout le monde vive dans un univers de paix. Voilà, c'était une toute petite introduction rapide.
Du coup, est-ce que je passe la parole directement à Noémie? On attend de voir si Seydou nous rejoint et sinon ce sera Sila et Memouna à la suite. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je ferme mon écran. Donc, Oui, Noémie, si tu veux peut-être présenter. Oui, certainement. Je vais prendre la parole, puis ce que j'en comprends, potentiellement, on changera On va changer l'ordre Voilà. selon les. pour permettre peut-être à Seydou de nous rejoindre. Et sinon, ce sera Super. ainsi. Je Merci comprends. beaucoup. Donc, pouvez-vous me confirmer, vous me voyez bien et m'entendez bien? Oui. Super. Tout à Donc, fait. pour la présentation aujourd'hui, j'ai opté plus pour une approche sans présentation. Et si jamais vous avez des questions en cours de route, n'hésitez surtout pas. Je tiens à vous dire qu'il y a un de mes collègues aussi qui est présent dans la conversation, donc potentiellement pourra répondre à quelques petites questions et renchérir via le chat. S'il le désire, bien entendu. De notre côté, on est très tôt, donc je remercie beaucoup les gens du Québec et du Canada qui sont présents. On s'est levé tôt pour cette activité, donc je vous remercie de votre participation. Donc, je me présente, Rémi Gravel-Denis. Je suis sur le conseil exécutif de l'aile jeunesse du chantier de l'économie sociale. Donc, brièvement, le chantier de l'économie sociale, c'est au Québec le vecteur, en fait, de concertation de l'économie sociale. Donc, c'est l'organisme avec lequel le gouvernement est en communication pour faire avancer l'économie sociale et c'est aussi l'organisme qui travaille avec les acteurs de développement économique local. Donc, depuis quelques années, le chantier a développé son aile jeunesse, donc qui est un collège du chantier de l'économie sociale, dans le but de propulser l'économie sociale auprès des jeunes. Donc, concrètement, notre but à l'aile jeunesse, c'est de concerter les jeunes et de faire en sorte que l'économie sociale est connue et comprise auprès des jeunes. Donc, par jeune, de notre côté, c'est spécifiquement les 35 ans et moins. Pour être bien honnête, on a des gens un peu plus âgés qui s'impliquent tout de même, mais du moins pour faire partie du conseil exécutif, on doit être âgé de 35 ans et moins. Donc, nous sommes des bénévoles, donc nous sommes 7 bénévoles qui travaillons activement à faire en sorte on puisse créer des activités qui permettent, excusez-moi, j'ai une bébite, c'est drôle à ce temps-ci de l'année d'avoir des moustiques au Canada, mais donc j'en ai perdu mes mots, mais c'est par nos actions en fait qu'on essaie de renforcer l'économie sociale au Québec. On a un constat au niveau de la formation, c'est qu'il manque de formation dans les universités et même les autres types de formation. On réalise que dans les facultés de gestion, l'économie sociale est très peu mentionnée. On met énormément de l'emphase sur les entreprises privées, sur tout ce qui est lucratif. Et donc, on réalise en fait que l'économie sociale est plutôt présentée comme des organismes communautaires, comme des entreprises qui ne sont pas lucratives du tout. Et nous, ce qu'on cherche, c'est de venir faire démocratiser ça et montrer aux jeunes que c'est possible de s'entreprendre, de se lancer en affaires sous la forme collective et qui n'est pas dans un modèle privatisé. Un constat aussi qu'on a fait, c'est que les jeunes cherchent un emploi qui est axé sur le développement durable, sur l'équité, la diversité, qui inclut aussi le développement durable et la coopération. Bref, les jeunes cherchent un emploi, du moins notre constat québécois, un emploi qui est à impact, un emploi qui sera positif pour leur communauté, mais bien aussi pour eux. Donc, ils veulent sentir qu'à travers leur emploi, ils ajoutent quelque chose à la communauté. Et il y a des recherches qui ont démontré qu'effectivement, c'est vraiment un indice de bonheur au travail, ces aspects-là au Québec.
De plus, on a réalisé que les jeunes entrepreneurs, de plus en plus, on voit l'entreprise sociale, donc en anglais appelée social enterprise ou social business. Et ce qu'on réalise, c'est que les jeunes qui cherchent à se lancer une entreprise dite sociale ne se font jamais présenter le type OBNL ou le type coopératif dans leur processus. Et donc, à l'Aile Jeunesse, qu'on a décidé de faire, ça a été une orientation qu'on a prise au courant de la dernière année, c'est d'organiser des événements qui permettent aux jeunes, pas seulement les jeunes convertis par l'économie sociale d'y assister, mais bien des jeunes intéressés par le mouvement justement le mouvement d'impact social, le mouvement de changement et de s'entreprendre pour la communauté. Et donc, on a vu l'économie sociale pas comme, comme le mentionnait Josette plus tôt, pas comme un secteur d'activité en soi, mais bien comme plusieurs industries. En fait, en économie sociale, on peut être présent dans tous les types d'industries. C'est pourquoi nous, on a décidé, en fait, on a vu l'économie sociale plutôt comme un modèle d'affaires qu'un secteur d'industrie. Et donc, on a décidé de se centrer et de se faire et je vois que mon collègue Martin vient tout juste de partager quelques informations. C'est donc un mémoire qu'on a produit. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de s'allier avec des chambres de commerce, de s'allier avec des vecteurs dans des industries bien spécifiques pour intéresser les jeunes à l'économie sociale. Donc, cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé un forum sur le numérique. Et donc, on a invité des panélistes qui ont inventé des Uber sous forme coopérative. On a présenté des plateformes numériques qui ont décidé de choisir l'économie sociale comme modèle d'affaires. Et donc, ce qu'on a réalisé autour de la table, c'est que les jeunes, en fait, étaient très intéressés par l'économie sociale parce qu'ils réalisaient que leur objectif était de créer cette plateforme-là pour améliorer le monde. C'est pourquoi peut-être que le modèle d'affaires de l'économie sociale ou de la coopérative était peut-être plus stratégique pour eux. Même chose, on a fait des partenariats avec les chambres de commerce et drôlement, dans les jeunes chambres de commerce, les jeunes nous mentionnaient qu'ils n'avaient jamais entendu parler de l'économie sociale et drôlement, ils auraient préféré aller dans un modèle d'affaires qui était axé sur l'OBNL et sur la coopérative. Donc, avec tous ces constats-là, le chantier de l'économie sociale a mis en place un incubateur qui s'appelle Sismic. Martin, je ne sais pas si tu pourrais mettre le lien dans le chat en même temps que je parle, puisque le terme sismique peut-être est plus difficile à comprendre. C'est vraiment une image de marque sismique. Mais ce programme-là, en fait, c'est un incubateur pré-démarrage pour les jeunes intéressés par l'économie sociale. Et donc, ça nous a permis de faire des liens avec les universités et les autres programmes, les autres établissements d'apprentissage pour avoir un incubateur localement et régionalement qui sera présent pour faire la promotion de l'entreprise à impact. Et une fois qu'on a converti le jeune vers un modèle d'affaires qui sera axé sur l'entreprise sociale, eh bien là, on peut lui présenter au bon moment le modèle d'affaires qui est la coopérative et l'OBNL. Donc, on vient voir ça un peu à l'envers du travail, en fait, de l'Aile Jeunesse, parce que l'Aile Jeunesse, ce qu'on veut, c'est convertir les gens déjà qui sont déjà en affaires, de peut-être changer leur modèle d'affaires ou peut-être même de commencer à promouvoir, de s'approvisionner auprès des entreprises d'économie sociale. Mais ce programme sismique-là a pour but vraiment de prendre les jeunes à la source. Donc, un jeune qui est dans un programme de business et qui s'intéresse à l'entrepreneuriat pourrait... Oui, Josette, je vois que tu lèves le doigt. Juste te dire que tu n'as plus que 2 minutes à peu près. Ah, c'est super, ça vient justement conclure ma présentation. Merci, Josette. Donc, c'est ça, on prend les jeunes dès le départ, quand l'idée germe, et là, on vient leur présenter ce modèle d'affaires-là. Et de plus,
Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des programmes qui ne sont pas attitrés à des facultés. Donc, plusieurs facultés peuvent collaborer ensemble. Je pense à une coop de soins de santé, une coop de jeunes psychologues qui normalement ne seront jamais présentés le modèle d'affaires. Donc, on lui présente seulement comment devenir un bon psychologue, mais on ne lui montre pas après comment s'ouvrir un cabinet. Peut-être que la formule coopérative pourrait être intéressante. On a vu des OBNL en stratégie marketing se développer, des coopératives de ce même genre. Et donc, ça permet à des OBNL parfois d'aller chercher différentes personnes de différentes facultés et d'apporter tous ensemble une idée qui va avoir un meilleur impact et qui sera sous la forme OBNL. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était vraiment une brève présentation de ce qui se passe actuellement au Québec. J'espère que ça pourra inspirer certains d'entre vous. Et je remarque aussi Olivier, donc du pôle Olivier qui décrit Olivier Paul, qui est en fait un représentant des pôles régionaux du chantier de l'économie sociale au Québec et donc qui chapeaute un incubateur, par exemple. Donc, si jamais vous avez des questions plus spécifiquement, Olivier est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Noémie, vraiment d'avoir présenté cette expérience extrêmement intéressante en si peu de temps. On est tous contraints par ces 10 petites minutes et ça donne l'idée qu'on pourrait peut-être faire des webinaires uniquement sur le chantier, uniquement sur Mali. Alors, Memouna, est-ce que tu peux nous donner, en attendant que le micro fonctionne, une idée de ce qui se fait au Mali avec les jeunes et notamment les jeunes filles, puisque c'était ta spécialité? Merci. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, tout d'abord, avant que je ne quitte le Mali, j'étais quand même chargée de la communication au niveau de l'ACE Mali. L'ACE qui se trouve également au niveau du RENAPES, qui est le réseau africain de l'économie sociale et solidaire au Mali. En tant que chargée de communication, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Alors, en tant que chargée de communication, on a quand même eu à faire énormément d'activités dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Par cela, on a quand même fait le maximum pour pouvoir implanter des réseaux par rapport à l'entrepreneuriat solidaire, pas juste l'entrepreneuriat, mais par rapport à l'entrepreneuriat solidaire au niveau de plusieurs établissements, à peu près une trentaine d'établissements. Et par la suite, on a quand même pu aussi avoir de la part de ces jeunes dans lesquels il y avait des CE, c'est-à-dire des clubs d'étudiants entrepreneurs, dans lesquels il y avait des CE. Ce sont des clubs qui ont quand même pu se donner la main afin de créer une coopérative. Dans ce contexte-ci, on a pu jusque-là avoir droit à 3 coopératives, parmi lesquelles il y a eu un jardin. C'est ça, qui donne beaucoup de fruits, de légumes, qui sert également à fournir une cantine qui est gérée uniquement par l'économie sociale et solidaire, par une autre de nos CE, c'est-à-dire par un autre club d'entrepreneurs étudiants qu'on a mis en place au niveau des lycées. Et également, on a eu à mettre en place au niveau du conservatoire le musée des enfants, c'est-à-dire ce musée-là sert à faire des activités, à promouvoir des activités comme le chant, la chorégraphie et bien d'autres activités. Donc là-dessus, il y a également des activités qu'on était en train de promouvoir par rapport à la jeune femme, par rapport aux jeunes dames, et par rapport même aux jeunes filles. Ces activités-là, c'était également des AGR, mais sous forme de coopérative. Ces AGR, ça s'arrêtait pas juste au niveau de Bamako, mais c'était vraiment des activités qui s'étendaient un peu partout, que ce soit dans les régions de Bamako, dans les sacs de Bamako, on avait vraiment des activités, des coopératives qui se réunissaient toujours dans le cadre des activités par rapport à l'économie solidaire par rapport à l'économie solidaire. Là-dessus, c'était plus le jardinage. C'est-à-dire, c'est des femmes qui font de l'agriculture, elles se réunissent et elles vont promouvoir cela. C'est-à-dire, elles-mêmes, elles cultivent. Après les avoir cultivées, ce sont elles-mêmes qui se chargent de la transformation. Et là-dessus,
le RENAPES ou encore la CEE, on les aider quand même à trouver des clients, toujours dans le but d'insérer vraiment cette pratique-là, dans le but de faire évoluer l'économie sociale et solidaire. Certes, jusque-là, on a quand même beaucoup de choses à faire. On a beaucoup fait, mais on a énormément de choses à faire parce que nous, le but, c'est quoi? C'est vraiment de promouvoir l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, on peut aller ensemble, même si on ne va pas directement vers l'entrepreneuriat, mais on peut aller ensemble. Et quand on va ensemble, on fera des miracles. On peut faire beaucoup de choses ensemble et pourquoi pas bâtir une entreprise commerciale qui pourra évoluer. Ça c'était vraiment, avant que je n'arrive, ça, c'était le projet qui était là. Merci beaucoup d'avoir, au pied levé, remplacé nos amis maliens qui ont des problèmes avec leur micro. Quelque chose à rajouter parmi nos amis africains très Vous rapidement? m'entendez? Vous Oui, m'entendez? Très bien. oui. C'est là, oui. Oui, Alors, oui. très Je suis rapide, parce qu'on a mangé le temps. d'accord. D'accord, j'irai assez vite. Bon, je tenais à remercier tout le monde, particulièrement Maïmouna. Voilà, je crois que pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on a plus axé nos actions sur la pratique du terrain, notamment le contact au plan territorial. Parce que pour nous, il est vraiment très important que l'ancrage territorial soit assuré en collaboration avec les collectivités. Et donc, c'est sur cet axe-là que nous travaillons. Nous avons réussi à développer ce que nous avons appelé des comités citoyens pour le développement de l'économie sociale solidaire dans les quartiers. On a dû commencer par le district autonome d'Abidjan qui compte 13 communes. Je crois que à ce niveau, nous travaillons plus sur l'éducation populaire et puis la formation des formateurs que nous envoyons sur le terrain. Mais également, nous accompagnons les jeunes qui développent l'entrepreneuriat social et solidaire. Pour les femmes, nous travaillons plus sur les initiatives solidaires, notamment la question de la finance solidaire. Donc, ce sont les éléments que nous accompagnons sur le terrain. Question d'assurer l'autonomisation de ces personnes-là. Surtout, nous travaillons dans le cadre de la résilience des populations. Nous avons échangé également avec les autorités publiques, surtout le ministère de l'Artisanat, qui vraiment a décidé de nous accompagner au plan de la politique publique. Et nous, c'est sur cette question que nous insistons le plus. Comment faire pour assurer l'ancrage territorial? Parce que pour nous, l'économie sociale solidaire, c'est l'économie du bas. Partie des réalités réelles de population avant de parler de l'organisation au plan public, au plan de la réglementation. Je crois que c'est quelque chose qui va doucement, mais sûrement. Et donc, finalement, nos populations ont commencé à comprendre le contenu de l'économie sociale solidaire, ses principes et ses valeurs. C'est ça le plus important. Et donc, dans l'accompagnement, nous en tenons compte. Et pas plus tard qu'hier, nous étions sur le terrain avec un groupe de femmes à qui nous avons donné la formation, mais dans le cadre de l'éducation populaire. C'est sur ça que nous insistons. Il est vrai qu'au niveau de l'Institut national de la formation sociale, ça se fait. Au niveau des universités d'Abidjan, il y a des études qui se font et les étudiants doctorants travaillent généralement dans le cadre de leur thèse, travaillent sur la thématique déjà. Mais je pense que le plus important pour nous, c'est le terrain, l'ancrage territorial en vue de la résilience des populations à travers l'entrepreneuriat social et solidaire. C'est ce que nous faisons. Merci beaucoup, Sila, d'avoir pris un peu en route notre séminaire et d'apporter cette contribution tout à fait intéressante. Pour ma part, moi, j'aimerais bien qu'on fasse tout un webinaire sur l'Afrique. On se reverra. Merci. Alors, maintenant, nous ouvrons le micro à tous ceux qui ont des questions à poser ou des suggestions à faire. Et ensuite, Alexandre conclura cette première partie avant qu'on parte tous dans des ateliers différents. Alors, voilà, le floor est ouvert. Qui a envie de poser une question? Est-ce que, David, il y a une procédure spécifique, tu peux nous dire? Je pense qu'on peut recueillir un pareil de questions et après on répond. Et après des autres questions si on a des temps. Je vois que Olivier a levé la main.
Bonjour, Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? très bien. Là, on entend. Mieux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça va. Quelqu'un m'entend bien? Oui, ça va? OK, parfait. Alors, ma question, ce serait très simple, en fait. Bonjour. Des belles initiatives, en fait, avec la jeunesse ce matin qu'on entend. Je me demandais à quel niveau est-ce que les différents gouvernements s'impliquent, en fait, dans ces politiques-là? Est-ce que ce sont des politiques qui sont plus privées ou qui sont plus, si on veut, déployées par les organisations? Ou à quel point, en fait, est-ce que les gouvernements locaux s'investissent dans une stratégie pour soit former ou venir en soutien, dans le fond, à la jeunesse au niveau de l'entrepreneur collectif. Sachant, par exemple, que comme Noémie vous parlait un petit peu tantôt, il y a des stratégies comme, par exemple, Sismic, qui sont un laboratoire d'incubateur jeunesse en région, qui sont financés par le gouvernement du Québec. Donc, je me demandais simplement, est-ce qu'il y avait des initiatives peut-être un peu similaires, qui se déploient peut-être en marge, peut-être, du système d'éducation? Merci. On prend plusieurs questions et on répondra ensuite. Qui d'autre? Alors, personne? Moi, je peux répondre pour l'Europe, hein. Il y a différents pays en Europe qui ont des lois qui encouragent à l'économie sociale, enfin des lois pour l'économie sociale et solidaire. Et il y a des formations. Les formations sont plutôt d'ordre privé, sauf les universités où certains enseignants prennent l'initiative de créer des masters d'économie sociale et solidaire afin finalement de former les gens à pouvoir diriger leurs entreprises. Donc, je fais partie du réseau interuniversitaire de l'économie sociale et solidaire qui rassemble des personnes, hein, ce ne sont pas les universités, ce sont des personnes qui enseignent ou qui font de la recherche dans l'économie sociale et solidaire. Il y a il y a 37 personnes dans 37 universités. Et sur ce qui est de la formation des jeunes, c'est plutôt l'initiative des associations comme le MES, par exemple, le mouvement auquel j'appartiens, mais en région aussi, nous avons des antennes et nous essayons d'attirer les jeunes. Voilà. Et surtout, nous formons actuellement les formateurs pour qu'ils incluent l'ESS dans leur formation. C'est d'où? Alors, oui, je suis en ligne. Bonjour. Bonjour. Ah, je m'excuse, hein, on avait un problème de connexion ici, là. Oui. Oui, je viens de prendre le train en marche, comme on le dit, là. Bonjour à toute l'équipe, à tout le monde. Merci, bonjour Seydou. On en est aux questions-réponses, là. Maïmouna a présenté la CE et, Oui. et Sila a présenté le travail qui est fait en Côte d'Ivoire. Et là, Oui. la question qui a été posée, c'est est-ce qu'il y a de la part des gouvernements un encouragement à la formation des jeunes? Alors, je ne sais pas, au Mali, je sais que le gouvernement local est en avance pour la prise en compte de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? C'est-à-dire, qu'est-ce que le gouvernement malien et qu'est-ce que Bamako, en tant que municipalité, fait pour l'économie sociale et solidaire? En fait, on se réjouit d'abord de l'adoption de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire. Je pense que ça, c'est un grand pas. Et pour au moins aller vers maintenant la dissémination de tout ce qu'on compte faire dans le cadre maintenant de l'entrepreneuriat social. Maintenant, de façon spécifique, il n'y a pas de fonds, sinon de budget disponible pour au moins soutenir l'entrepreneuriat social. Sauf que dans le cadre maintenant de la célébration du mois de la solidarité, c'est-à-dire qui est célébré chaque mois d'octobre, il y a la dernière semaine qui est consacrée maintenant à l'économie sociale et solidaire. Et ça, ce sont des actions ponctuelles que vraiment le gouvernement font dans ce sens-là. Sinon, spécifiquement, il n'y a pas de fonds destinés maintenant à l'esprit d'entreprise. Bon,
au niveau des départements de l'emploi et de la promotion professionnelle, chacun essaie maintenant de faire la grande cour auprès de ce département qui est la vache laitière. Et là aussi, ce département aussi a son budget qui n'est pas aussi important que ça pour prendre en charge de toutes les demandes qui vont dans ce sens-là. Voilà, donc je pense que de façon générale, c'est ce qu'on peut dire par rapport à ce que l'État fait et les gouvernements par rapport à l'économie sociale et solidaire. Mais il est vraiment important à souligner qu'il y a quand même cette politique qui a été adoptée et ça, on s'en réjouit. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds à la question ou bien s'il y a des éléments de réponse qui doivent être maintenant ajoutés. Merci. Merci. Voilà. De toute façon, ça pourra être débattu aussi à nouveau dans les groupes. N'oubliez pas de nous dire quelles sont les thématiques, de nous dire dans le chat quelles sont les thématiques qui vous intéresseraient le plus. Oui. Kossi a demandé la parole. Kossi? Non? Oui? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, moi j'appelle du Bénin Oui. et j'ai une préoccupation. Au fait, ma préoccupation, c'est par rapport à l'accessibilité à la formation en économie sociale et solidaire. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de démocratiser une formation de cela, peut-être un niveau licence ou master à distance pour que peut-être ceux qui ont envie vraiment véritablement de s'orienter dans ce domaine-là puissent acquérir des formations académiques en vue maintenant de le dupliquer, de partager cela avec les jeunes de nos communautés et tout ça. Parce que j'ai constaté que la formation à distance en économie sociale et solidaire, ça n'existe pas vraiment et on a envie, il y a des gens qui ont envie de faire peut-être une licence ou un master dans ce domaine-là. Est-ce que RIPES a une possibilité dans ce sens-là? Alors, je mets dans le chat, je vais mettre dans le chat le lien vers vers le site du RIES, qui est donc ce regroupement d'enseignants et d'universités qui promeuvent. Beaucoup d'entre eux travaillent avec l'Afrique, donc je conseille d'aller voir ce site et de prendre contact pour avoir peut-être un contact avec des universités qui font ce travail-là. Je sais que celle de Mulhouse fait ce travail-là, mais voilà, si tu veux avoir une réponse, qu'aussi peut-être t'adresser au RIES. Joseph? D'accord, merci. Peut-être enrichir. Merci. Oui. Allô? Au Québec, on a un professeur spécialisé en recherche en économie sociale et solidaire et il a créé une formation en ligne gratuite sur le management responsable dans lequel la majeure partie des organisations et des modèles d'affaires qu'il met qu'il met de l'avant sont des entreprises d'économie sociale. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est une université québécoise, mais le cours est 100% francophone. Et justement, le professeur avec qui j'ai échangé dernièrement me confirmait que c'est un programme, en fait, c'est une formation qui était très appréciée en Afrique. Donc, je vais vous le mettre dans le chat aussi pour avoir ce genre d'infos. Super, merci. 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 Josette, il y a une question dans le chat, de Yannick. Oui, mais je crois qu'il faudrait qu'on passe à au temps. Sinon, on va exploser le temps. Je ne vois pas la question. Je l'ai posée maintenant. C'est dans la chat. Ouais. OK. Quels sont concrètement les impacts positifs déjà constatés sur les différents terrains et comment vont-ils contribuer à construire un avenir meilleur? Ça pourrait être un fil rouge, non? Oui,
Je pense que oui. Je pense qu'avec Alexa, maintenant, on peut recueillir ça. Voilà. Alexandre, est-ce que tu veux bien entamer la dernière partie de ce qui nous réunit en commun et ensuite on ira dans les groupes, mais c'est vrai que cette question-là est une question intéressante qui pourrait être un fil rouge. Désolée, c'est à moi, c'est ça? Oui, tu es toute travers. Oui. Tu peux te mettre droite. C'est une fête spéciale. Vous me voyez là? Oui, très bien. C'est mieux? Oui, oui. Voilà. Oui, il y a du soleil. Hop, je vais couper ma Wi-Fi, ce sera peut-être plus simple. Hop, vous m'entendez bien, c'est bon? C'est parfait. Et donc, on va avoir... Donc, j'ai 15 minutes, c'est ça, Josette? À peu près, oui. Un peu moins. Alors, ça marche. Alors, bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement parce que je pense que pour un sujet comme ça, c'est important un peu de savoir de là où on parle chacun. Donc, je m'appelle Alexane. Je suis au conseil d'administration du MES depuis 2 ans et avant ça, j'étais stagiaire au RIPES. Je suis française, donc je vais surtout vous parler du contexte français que je connais un peu mieux, même si je trouve que voilà, vos retours sont assez complémentaires avec ce qu'on va dire. Voilà, donc du coup, j'ai été jusqu'au master dans une formation plutôt économique dans laquelle j'ai eu quelques cours en ESS, mais du coup, l'ESS, moi, je l'ai plus découverte en faisant des stages, en allant découvrir des initiatives, etc. Donc, c'est plus par ce biais-là que j'y suis rentrée plutôt que de ma formation. Et donc, voilà, comme ça, vous avez un peu des éléments de mon partage aussi d'expérience et de mes observations. Donc un sujet comme jeune ESS, moi je trouve que c'est un sujet qui est assez complexe parce que du coup il faut bien se demander d'où on parle pour pas faire trop de généralités. Il y a aussi des contextes économiques à prendre en compte. Il y a des différences de formation. Enfin voilà, on peut pas regrouper tous les jeunes dans la même case. Donc là, en plus, on a des expériences de contextes socio-économiques qui sont très, très différents les uns des autres. Donc, je pense que voilà, il y a des choses qui sont plus faciles dans certains contextes que d'autres. Et du coup, moi, pareil, quand je vais parler de jeunes, comme Noémie, je vais parler des 18-35 ans, enfin même des 16-35 ans, parce qu'en France, on peut travailler dès 16 ans. Et voilà. Et en fait, le but un petit peu, c'est à la fin d'essayer avec vous d'identifier un peu tous les freins qui font qu'aujourd'hui, on a du mal à avoir cette représentation, cette visibilité parfois des jeunes dans l'ESS et quels sont un peu les freins aussi de cet accès à la formation et à l'emploi. Et puis, voilà, essayer de réfléchir ensemble à des pistes d'action concrètes. Donc, pareil, n'hésitez pas à m'interrompre ou me poser des questions. Enfin, voilà. Donc, voilà, moi, de manière générale, je trouve que notre génération, elle est assez sensible aux valeurs de l'ESS. Les jeunes sont une force vive de l'ESS et très certainement aussi son avenir. L'engagement de notre génération est certain face à la grandeur des enjeux environnementaux, sociaux et politiques, comme on peut le voir. Et partout autour du monde, comme on peut l'entendre ce matin, il y a des jeunes qui collaborent, qui innovent pour créer d'autres manières de consommer, mais aussi de communiquer et de travailler avec d'autres aspirations. Donc, du coup, pour commencer à vous parler un petit peu, je vais m'appuyer tout d'abord sur une étude qui a été menée par l'AVIS, un centre de ressources français qui a mené une étude qui est assez ancienne, mais je pense qu'il y a toujours des choses qui restent d'actualité. Donc, c'est sur des chiffres. Donc, elle a été sortie en 2014, mais avec des chiffres qui sont sur une base de données qui est jusqu'à 2010, donc voilà, ça fait quand même 10 ans, mais je pense qu'il y a des choses qui restent encore valables. Donc, premier constat, les jeunes semblent partager les valeurs de l'ESS. Donc, comme je vous l'ai dit, 35% des jeunes déclarent donner bénévolement et de façon ponctuelle du temps à une association ou une cause, et 31% sont prêts à devenir bénévoles. Faire quelque chose d'utile pour la société est une véritable attente des 15-35 ans en ce qui concerne leur emploi.
En plus de cela, les jeunes sont plutôt tournés vers un changement de société, puisque 80% d'entre eux pensent qu'un autre modèle économique et social est souhaitable. Deuxième constat que j'ai fait en faisant mes recherches, c'est que le marché du travail en France, en tout cas, semble propice à accueillir des jeunes. Donc, du coup, à première vue, les jeunes paraissent donc motivés par... reviens en arrière, s'il te plaît, David, juste sur Jeunes et ESS. Après, tout ça, c'est des ressources supplémentaires, mais voilà. Donc, le marché du travail semble propice à accueillir des jeunes. Donc, dans le ESS en France, il y a un véritable enjeu de renouvellement des emplois, du salariat dans l'ESS, avec un départ à la retraite de 700 000 personnes d'ici 2025. Et en 2017, il y en avait déjà 112 000. Donc voilà, il y a de la création d'emplois, il y a un marché de l'ESS qui est assez dynamique. Et troisième constat, du coup, à première vue, les jeunes paraissent motivés par la perspective de travailler dans l'ESS. Toujours d'après cette étude, 60% des jeunes en recherche d'emploi pensent que travailler dans l'ESS pourrait répondre à leurs attentes quand on leur explique ce que c'est. Et 90% des jeunes pensent que travailler dans l'ESS permet de se sentir utile à la société, contre seulement 56% pour le secteur public et 24% dans les entreprises marchandes. Donc, du coup, on voit aussi clairement qu'il y a des aspirations. Donc, si je reprends un peu les trois constats, des aspirations à travailler dans l'ESS, un socle de travail assez dynamique. Et enfin, quatrième constat, l'ESS est depuis ces dernières années un peu sous le feu des projecteurs aussi, pas toute l'ESS, mais notamment l'entrepreneuriat social. Il y a une autre enquête dont je vais vous parler un peu plus en détail après qui dit que 15% des jeunes qui ont suivi justement une formation ESS veulent créer leur entreprise sociale. Et en plus, il y a des réseaux qui profitent d'une grosse visibilité et qui mettent un peu en avant des entrepreneurs sociaux assez jeunes, dynamiques, un peu superstars de l'entrepreneuriat social. Donc, du coup, il y a une forme entrepreneuriale qui est assez mise en avant. Et ça sera aussi un sujet de débat. Voilà, est-ce que pourquoi cette forme est particulièrement valorisée ? Qu'est-ce qu'elle dit aussi du secteur et qu'est-ce qu'elle dit de la manière dont on est perçu, nous, en tant que jeunes dans l'ESS. Est-ce qu'il faut forcément être un entrepreneuriat social pour avoir de la visibilité quand on est jeune dans l'ESS? Voilà, c'est un peu des questions, on viendra plus tard. Alors, du coup, pourquoi ce thème? Alors, si tout est rassemblé, parce que malgré tout, il reste encore des freins. Il reste encore des freins et du coup, moi, j'en ai identifié 3, mais voilà, le débat reste ouvert si vous en voyez d'autres. Et je pense qu'il faut essayer de vraiment les identifier et même si parfois, voilà, ça nous fait nous poser des questions qui ne sont pas toujours faciles, mais de se dire, de pouvoir les identifier pour après mieux les combattre et mieux aussi porter, nous, notre voix et nos propositions. Donc, bien sûr, la première, c'est la méconnaissance de l'ESS. Dans l'étude, dans cette étude toujours de la VISE, on révèle que 87% des jeunes ne connaissent pas les opportunités professionnelles du secteur. Alors, voilà, c'est des chiffres qui sont assez anciens, mais je pense qu'ils restent malgré tout d'actualité, comme ce que tu as pu dire, Josette, aussi. Et il y a une étude du CNAM datant de 2020, qui est très, très récente, qui dit que 56,4%, alors c'est un panel de gens qui ont suivi une formation ESS, donc d'étudiants qui ont suivi une formation ESS, pensent qu'il est difficile, voire très difficile de trouver un emploi dans l'ESS. Tandis que 22,5% ne savent pas trop à quoi s'attendre. Donc du coup, on a du mal parfois à lire le marché du travail et en plus on a des a priori sur le fait que ça va être un peu compliqué, quoi. Les formations ESS en France, on voit c'est surtout à partir de la licence voire du master. Donc du coup, voilà, manque de généralisation à des échelles et finalement, en fait, ça vient à dire que y a un phénomène qui est très visible, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui
s'intéressent à l'ESS et du coup, on le voit en fait finalement. C'est dans des positions on accède à des niveaux master, des niveaux licence, même si c'est très généralisé en France, c'est quand même ça dit quand même des choses sur notre position socio-professionnelle, notre position de classe. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça dit en fait des jeunes qui s'intéressent à l'ESS? Il y a eu une enquête qui a été menée également par Fanny Darbus et Mathieu. Je vous ai mis toutes les références à la fin. Attendez, hop, j'ai un trou. Enfin, elle est sur le PowerPoint. Qui dit que le profil type. PowerPoint, est-ce que c'est normal? Tu veux les PowerPoint maintenant? Je vais le mettre après au point 2, on pourra le mettre. Le profil type d'une personne qui veut travailler dans l'ESS. Alors, bon, c'est mon profil. Hein. Une jeune femme, en général, parce que les femmes sont plus présentes, diplômée d'un master, sans enfant, avec en général un parent dans la fonction publique, ce qui est aussi mon cas, qui accepte de gagner moins que le salaire moyen conféré par son expérience et son niveau d'études. Donc voilà, je ne contrarie pas les statistiques, moi, pour ma part. Donc voilà, ça, c'est un peu le profil qui ressort de cette étude. Et donc, du coup, moi, j'ai envie qu'on s'interroge un peu sur la sensibilisation, sur les débouchés possibles et la formation qui sont finalement un enjeu majeur, comme on l'a dit, d'une meilleure intégration des jeunes dans l'ESS. Et que l'ESS doit être davantage connu et reconnu à toutes les étapes du parcours éducatif. Et donc, quels sont les enjeux? Quels sont les jeunes aussi qui choisissent une formation ESS aujourd'hui? Pourquoi? Comment mieux se former? Comment faire en sorte que l'ESS soit accessible dans tous les types de formations? Et quels sont les autres acteurs en dehors de l'école aussi? Voilà, qu'est-ce qui gravite aussi tout autour? Quel est le rôle de l'éducation populaire, des associations, etc. Donc là, on peut mettre le PowerPoint et notamment le premier tableau. Il y a un deuxième point également, c'est la précarité. Et ça, voilà, c'est aussi un frein parfois pour les jeunes parce que la précarité, c'est un vrai sujet qui peut empêcher l'accès parfois à des structures de l'ESS. Donc c'est slide 3. On a beaucoup de recours, les structures de l'ESS, en tout cas voilà, en France, ont beaucoup recours au stage, au service civique. Ça fait partie de leur modèle économique et c'est ainsi et repose aussi parfois sur des faibles rémunérations. Et ça pose parfois la question de l'égalité d'accès à ces métiers qui ont du sens, du coup. Et du coup, voilà, c'est un tableau donc. Encore une fois, c'est 2010. Je suis désolée de ne pas avoir pu trouver des choses plus récentes. Mais ça dit, voilà, un petit peu en dans ESS et hors ESS, CDI pour les moins de 25 ans, c'est 30%. De 25 à 29 ans, on passe de 62 à 84%. Donc voilà, on voit un petit peu un écart d'accès. Et dans l'autre tableau, on s'intéresse plutôt au temps complet. Non, reviens en arrière, s'il te plaît, David. Slide 4, voilà. On s'intéresse du coup au temps complet et autres conditions d'emploi. Donc voilà, on voit que les temps complets, c'est 71% dans l'ESS, 83% hors ESS. Et du coup, 78-89 pour la tranche au-dessus. Et donc voilà. Donc du coup, ça veut dire aussi moins d'accès à un CDI, moins d'accès aussi à un temps complet. Et puis enfin, voilà, il y a aussi la question du salaire. Alors du coup, pour revenir à l'étude qui a été menée par Fanny Darbus et Mathieu Elie, il révélait que donc, dans les personnes qui avaient été interrogées, il y avait 82% des enquêtés, donc des jeunes qui avaient une formation ESS, qui étaient prêts à accepter des rémunérations plus faibles. Donc déjà, de base, on part avec le postulat que dans le ESS, on va accepter des rémunérations plus faibles que dans le secteur privé, etc. Et même 10 ans plus tard, les diplômés de formation ESS anticipent encore des rémunérations assez faibles puisque 70% des personnes qui ont répondu espèrent un salaire de moins de 2 000 € net, presque 30%
que dans le secteur privé. Et on parle dans cette étude de personnes qui ont un master 2. Donc, en France, du coup, c'est un peu c'est-à-dire qu'on a le master complet. Donc, c'est assez faible. Donc, ça, c'est ce que les gens pensent percevoir. Donc, encore une fois, on est vraiment dans l'imaginaire. Et bon, on voit que finalement, ça correspond assez bien à la réalité parce que du coup, en se basant sur une étude du CNCRES de 2013, les moins de 30 ans perçoivent en moyenne 1 805 € bruts dans l'ESS contre 1 938 bruts dans le secteur privé. Voilà, donc ça pose la question de comment faire en sorte de aussi pérenniser nos modèles et qu'il y ait aussi cette question de la précarité qui soit posée, parce que finalement, il y a peut-être des jeunes qui ont envie de s'engager, mais qui ont des contraintes matérielles qui parfois font que c'est compliqué. Quel est aussi le rôle de l'État peut-être de venir compenser ça et de venir davantage soutenir ces initiatives-là pour garantir des emplois qui soient peut-être mieux rémunérés. Et puis enfin, il y a la question de la représentation. Alors, j'ai fait je me suis amusée hier à faire un petit panorama des dirigeants, des principales têtes de réseau en France, centres de ressources, etc. Donc pour voir un petit peu quelles étaient aujourd'hui les figures qui représentaient ces réseaux-là et pour voir comment est-ce que aussi l'ESS était représenté. Alors, il ne s'agit pas de dire que du coup, on doit être plus visible, etc. Mais c'est aussi s'interroger sur comment nous, on peut être plus visible. Donc, voilà, si tu peux passer le panorama rapidement. Donc, les têtes de réseau. Donc, c'est les présidents. Hein. Voilà, président des têtes de réseau. Donc, on a l'association des assureurs mutualistes, Centre français des fondations, COP/FR. Donc, c'est les coopératives, la mutualité française, l'ESPER, mouvement associatif, le MES, le MOVE. Voilà, tu peux passer l'autre slide aussi. Donc, c'est vraiment, Cora, c'est pour l'insertion, Commerce équitable France. Enfin, j'ai un peu essayé de balayer tout le panorama. Après, on passe à la production de ressources. Donc, ce qui me semble aussi important, quels sont les présidents des associations qui produisent de la ressource. Et enfin, en comparaison, quels sont les représentants des structures qui représentent plus les jeunes dans l'ESS. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit constat aussi pour nous à faire, pas dans le sens où il faille tout démanteler, etc., ou que les gens qui occupent ces positions-là ne le font pas bien ou ne savent pas le faire, mais plutôt de s'interroger sur pourquoi est-ce que nous, en tant que jeunes, alors qu'on est quand même une force salariale dans l'ESS, on n'arrive pas à avoir cette visibilité dans la représentation. Comment, en fait, faire en sorte de mieux se représenter. Oui. Il faudrait que tu conclues parce qu'on est en train de dépasser beaucoup le temps. Ça y est, j'ai fini. Et il faut qu'on se partage entre... Bien sûr. Donc voilà, moi c'est un peu des questions que je lance comme ça, qui sont des pistes de réflexion pour le travail de sous-groupe qu'on va faire. Et voilà, je repasse la parole pour qu'on puisse se diviser du coup en sous-groupe et pouvoir mieux discuter de ces thématiques-là. Ok, alors, tu devais nous dire un peu ce que tu avais repéré comme thèmes fondamentaux. Oui, je reprends la main, c'est ça. Tout simplement, alors merci à vous tous pour votre participation. On va donner la parole à ceux qui se sont désignés pour rendre compte des échanges dans chacun des groupes. Alors, on va commencer par le groupe 1, si vous voulez bien. Je ne sais pas qui s'était désigné. Voilà.
Seydou, ferme ton micro, s'il te plaît. C'est Yannick qui s'était désigné. Une fausse manœuvre. C'est une fausse manœuvre, il me semble. Excusez-moi pour le désagrément. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui. Donc, notre groupe de travail a travaillé sur les freins, qui peuvent bloquer les jeunes à l'accès à l'ESS, à trouver des débouchés et leur place. Les freins identifiés qu'on a pu évoquer étaient liés à la méconnaissance, parfois des autorités sur les réalités du terrain, sur le manque de réglementation des pouvoirs publics, sur aussi la représentation qui a été identifiée des dirigeants, des réseaux connus de l'ESS et qui concerne davantage des hommes de 60-65 ans avec une faible représentation des jeunes. On a évoqué également le manque d'accompagnement, de financement, de formation, les difficultés de rémunération, et puis aussi les différences entre les différents pays où on a des situations socio-économiques complètement différentes et des accompagnements différents, une histoire différente. Et puis, donc, les leviers qu'on a identifiés à la fin sont peut-être de faire des actions pour mieux faire connaître l'ESS dans les universités, par exemple. Parler des exemples des gens qui effectivement débutent avec peu de moyens mais qui se développent souvent très très bien, comment protéger l'emploi et inciter les États à financer toutes ces initiatives. On a parlé également aussi de la prise en compte des revendications de la société civile, des mouvements sociaux qui sont souvent des sources de beaucoup d'idées et de changements. Et pour finir, on a parlé des innovations, par exemple en Corée, où il y avait des fédérations de coopératives de consommation qui se mettaient en place et qui permettaient une alliance entre les producteurs pour répondre aux attentes et mettre surtout en valeur le bien-être au travail. Et que même ça pouvait compenser les conditions de travail qui des fois pouvaient être plus difficiles dans les petites structures. Voilà, et pour finir, on a parlé de peut-être mettre en valeur aussi toutes les innovations, toutes les technologies que les jeunes maîtrisent bien, la formation qu'ils peuvent apporter aux dirigeants, aux représentants des réseaux de l'ESS. Notamment, par exemple, je pensais au secteur des mutuelles, par exemple, en France. Voilà, je pense que j'ai à peu près retracé ce qu'on a pu dire rapidement. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on vous demande un exercice un peu complexe, de résumer en très peu de mots. Du côté du groupe 2, je sais que c'est Olivier, donc je vais lui demander s'il peut rendre compte de notre échange. Absolument. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oui, très bien. Alors, de notre côté, notre mission en groupe, donc, l'objectif était de partager, dans le fond, différentes stratégies en lien avec la visibilité et la communication de l'économie sociale auprès des jeunes. Donc, on a fait un tour d'horizon, en fait, avec notamment quatre États ou 4 zones, en fond, géographiques. Donc, on a parlé notamment de la Tunisie, où M. Frika nous a relaté, dans le fond, notamment qu'il y a une nouvelle loi sur l'économie sociale qui date donc du 30 juin 2020. Donc, qui est tout à fait nouvelle de ce côté-là.
Du côté du secteur agricole aussi, il y a une vocation ou un volet en lien avec l'économie sociale jeunesse qui semble être aussi, dans le fond, déployé. Du côté du Mali, nous avons eu un exposé fort intéressant de M. Koulibaly. Désolé si je prononce mal votre nom. Donc, M. Koulibaly nous a relaté plusieurs initiatives, en fait, notamment coopérantes, qui ont été déployées en vue de, dans le fond, aller chercher la jeunesse et de montrer comment est-ce qu'ils peuvent être socialement, dans le fond, impliqués dans leur propre école, dans leur campus et dans la collectivité. Dans les 3 exemples qu'ils ont déployés, en fait, il y avait notamment la question d'un programme qui s'appelle « Un élève, un métier », qui est un programme pour encourager notamment, entre autres, certains liens avec l'économie sociale et en vue de générer justement un espace scolaire aussi. Il y a un concept, dans le fond, économie sociale sur l'heure du lunch, donc un midi-conférence notamment qui est mis de l'avant pour les jeunes. Les jeunes peuvent choisir et sélectionner, dans le fond, des projets intéressants qui peuvent, dans le fond, appuyer à travers ce concept-là, avec aussi tout l'aspect que les jeunes, dans le fond, gèrent une cantine scolaire à travers le projet, en fait, qu'ils déploient, qu'ils mettent de l'avant. Un autre exemple aussi de projet qui a été exposé, c'était un conservatoire pour métiers artisans, qui est autrement, entre autres, un musée de l'étudiant. On parle, dans le fond, d'un espace pour conserver les créations des étudiants et donc perpétuer les apprentissages et mettre ça de l'avant. Ça favorise, entre autres, les échanges d'expériences. Également aussi, de la sensibilisation par le film, d'autres activités qui sont déployées pour, dans le fond, dans le but de stimuler, de parler, d'encourager les dialogues entre les jeunes. Et finalement aussi, la question de la portée des réseaux sociaux qui avait été notamment nommé comme étant un élément important à ne pas perdre de vue. Au niveau du Québec, il y avait 3 initiatives qui avaient été partagées, notamment la question du mois de l'économie sociale, qui est une activité, dans le fond, d'intensification de communication et de promotion de l'économie sociale qui se déroule au mois de novembre, qui est mis de l'avant, dans le fond, pour encourager notamment la jeunesse à prendre connaissance du modèle. On parlait notamment d'incubateurs jeunesse en économie sociale qui sont déployés partout sur le terrain pour promouvoir, stimuler, dans le fond, le parcours, dans le fond, d'un jeune qui pourrait en venir à mettre sur pied un projet d'économie sociale, et le programme Jeune Coop, qui est plus inscrit, lui, de ce côté-là, dans le cursus scolaire, donc qui fait en sorte que c'est plus facile, notamment, d'accéder les jeunes par la création d'un projet en milieu scolaire. Sur la COVID, peut-être un petit mot en terminant là-dessus. Avec Josette, notamment, on avait parlé de la question qu'il y a eu des tentatives pour essayer de parler de l'importance de la souveraineté alimentaire, que la COVID, malheureusement, n'a pas été capable de permettre à générer peut-être suffisamment de changements auprès des jeunes d'activation de projets. Un autre élément, un autre aspect aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la question de la cause environnementale chez les jeunes. Et la COVID, de façon générale aussi, une chose importante, c'est est-ce qu'il n'y a pas une activité avec cette actualité-là présentement, justement, de saisir davantage les jeunes là-dessus pour les inciter à mettre de l'avant, dans le fond, des projets d'affaires à leur image, socialement parlant? Bien, tout à fait. Donc, c'était un des constats qui avait été évoqué. Donc, voilà, c'est en gros, en résumé, la conversation que nous avons eue de notre côté. Merci beaucoup, Olivier, de cette capacité à rendre concise, de façon concise, notre discussion. Il a été signalé aussi dans le chat des formes de jeu qui étaient donc une façon de communiquer avec les jeunes sur l'économie sociale et solidaire. Il y a des liens dans le chat que je vous appelle à saisir. Je crois que nous sommes allés au bout de notre temps. J'espère quand même que dans cette sorte de marathon, vous aurez pu saisir l'importance et l'intérêt de former les jeunes à l'économie sociale et solidaire. Ce sont eux qui vont promouvoir le monde de demain. Il y a donc urgence à vraiment les inciter à s'emparer de cette possibilité de changer le monde de façon à ce que nous vivions dans un monde apaisé, où tout le monde pourrait manger à sa faim, tout le monde pourrait être logé décemment. Bref, l'économie solidaire, c'est aussi le lieu du rêve, mais de l'utopie, dit-on, mais c'est aussi le lieu où nous transformons les utopies en réalité. Donc,
je vous remercie tous d'avoir participé généreusement à tout ce travail, notamment Benjamin, David pour le travail en amont. Et merci aux participants et notamment à nos amis québécois qui sont debout très tôt. Nous allons nous repartir vers nos lieux de travail et nous aurons, j'espère, d'autres occasions de travailler ensemble parce que c'est une amorce intéressante. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Merci beaucoup, Benjamin, si tu veux